Merci, monsieur Dominique. Bienvenue. Merci. Commandé là. Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, bonjour. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour échanger autour de l'école et de l'inclusion du numérique. Et vous verrez qu'en fait, je ne parlerai pas d'inclusion du numérique, mais bien de pédagogie à l'ère du numérique, ce qui sémantiquement peut amener des différences importantes. Alors, nous allons évoquer ça à travers, je vous propose 7 constats qui sont issus d'une recherche que je mène à l'heure actuelle depuis 2 ans sur le terrain palois, donc la ville de Pau, sud-ouest France. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'échantillon, comment il est constitué, etc., je vous répondrai à ça durant les questions. Et au-delà de ces 7 questions, ces 7 constats, une rétrospection pour une mise en perspective. Alors, je vais commencer par le premier constat. Le jeune est écranovore. Alors, écranovore, ça veut dire qu'il consomme de l'écran et des services autour de l'écran. Il s'informe, il fait beaucoup de choses sur écran. Et sur Pau, en fait, puisqu'on en voulait savoir en France, précisément sur notre territoire, à combien on en était, puisqu'il y a des études américaines qui disent 6h40, mais alors, je ne sais pas si vous en avez en Suisse. En tout cas, chez nous, c'est 5h40, et c'est précis. Ça va de la 6e à Master 2, c'est-à-dire de 11 ans à 23 ans sur l'échantillon de base. Donc ça représente 2160 heures par an. Et je voulais vous le mettre en perspective à travers deux comparaisons. La première, c'est que ça représente 90 jours, c'est-à-dire un quart de leur vie. Donc le jeune passe un quart de sa vie sur écran. Bon, après, si je regarde dans la salle, j'imagine qu'il y en a qui sont pareils. Hein. Et moi, personnellement, je dois être au-dessus de ça. Donc je ne le dis pas pour dire c'est très vilain que le jeune il passe un quart de sa vie sur écran. Mais juste, c'est un constat social. Et une autre mise en perspective, c'est que ça représente 2 années scolaires. Et ça, il faut que vous vous en rendiez compte. C'est-à-dire que le jeune, chaque année, il a à peu près 1000 heures sur les bancs de l'école, 1000, 1100, je ne sais pas exactement combien en Suisse. Mes propos concernent vraiment la France, hein, donc je ne peux pas comparer qu'à la Suisse, je ne connais pas assez. Mais donc, il passe 1000 heures à l'école, et il en passe 2000 sur écran. Donc, encore heureux qu'il apprend des trucs à travers les écrans, hein, sinon ça serait embêtant quand même. Donc, voilà pour cette première mise en perspective. Donc. Alors, là-dedans, dans ce quota horaire, passé sur écran, un quart de sa vie, qu'en est-il des loisirs? Parce qu'on cherche souvent à savoir, oui, mais est-ce quand il pose sa tablette, est-ce qu'il va jouer un peu au foot, faire d'autres trucs? Bon, chez nous, donc, ce que nous retourne cette jeunesse-là, de 11 à 23 ans, c'est que, bon, au final, c'est moins de 7 heures quand même par semaine, le loisir non numérique, c'est-à-dire le loisir qui ne fait pas appel à un écran. Et à contrario, dans la question du bac, quand on leur dit mais sur une semaine normale, si tu devais comparer le temps consacré aux loisirs numériques et ceux consacrés aux loisirs non numériques, comment tu évalues la différence? Et au final, on voit que la majorité penche vers les loisirs numériques. C'est-à-dire que l'écran est au final un des moyens de se divertir. Pas que de se former, mais de se divertir, et le plus important, manifestement, d'après ces résultats. Et ces résultats, alors, je n'ai pas pu vous mettre beaucoup d'indicateurs par manque de temps, mais je vous indique que c'est surtout en seconde que le loisir numérique est le plus prégnant. Seconde, ils ont 15 ans. Troisième constat, le jeune apprend sur écran. Puisque c'est ce qui nous concerne aussi, hein, en tant qu'enseignant, il faut savoir que le jeune apprend énormément sur écran. Quand on lui pose la question « As-tu la sensation d'apprendre beaucoup de choses à travers les écrans et Internet, que ce soit pour toi ou pour l'école ?» Après, j'en viendrai justement à cette distinction formelle, informelle ou extrascolaire, scolaire. Au final, vous voyez qu'à 62%, ils ont la sensation d'apprendre beaucoup ou énormément à travers les écrans. C'est-à-dire qu'ils sont conscients du potentiel éducatif de l'outil. Et ça, c'est quelque chose dont on ne prend pas assez conscience, qu'on n'intègre pas assez. Le quatrième constat, c'est que l'école utilise peu les écrans pour faire apprendre. C'est dommage, puisqu'ils apprennent par eux-mêmes, déjà, ils le disent, oui, on apprend beaucoup sur l'écran. Et puis, quand on leur pose cette question, mais quand tu apprends au final à travers les écrans et Internet, est-ce que c'est par curiosité personnelle, c'est-à-dire que c'est toi qui en es à l'initiative, c'est toi qui l'as décidé, ou est-ce que c'est parce que l'école a impulsé cela, c'est-à-dire que la commande vient d'un enseignant? Et au final, il tranche en disant, alors vous voyez, la moitié en rose, cette moitié, elle dit, bon, moi je ne sais pas faire le distinguo entre les deux, on va dire c'est pareil. Et puis par contre, l'autre moitié penche très fortement pour le cadre de la vie privée, c'est-à-dire l'informel. Donc le jeune, quand il apprend sur écran, il dit, j'apprends par moi-même, c'est pas l'école qui me le demande. Enfin, en majorité en tout cas. Et c'est particulièrement fort chez les lycéens, cette population sur laquelle je vais revenir très vite, à travers ce constat-là, le 5, les moins de 17 ans, souhaitent des cours sur écran.
Et si j'avais pu mettre plus de slides, je vous aurais mis l'indicateur de base qui a servi à ça, qui aurait montré qu'en majorité, dans mon échantillon, les jeunes ne veulent pas d'écran, ne veulent pas plus d'écran en cours. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, avec tous les efforts qu'on déploie pour installer de la pédagogie, du numérique, vous êtes là pour ça un samedi matin. Puis quand on leur demande, ils n'en veulent pas, c'est hallucinant. Puis en fait, en croisant avec l'âge, voilà ce qui est apparu. Et ça, sociologiquement, ça a du sens, c'est intéressant, parce que ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, la vision globale, ils n'en veulent pas plus, il y en a assez. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que la jeunesse, donc les moins de 17 ans ici, eux en veulent. Et vous voyez, c'est très marqué, il y a un cap franchi qui est très important, et après, ils n'en veulent plus. Ils disent, bon, on en a assez, ils n'en veulent plus. Alors, comment on pourrait expliquer ça? Alors, bien entendu, là, je vais supposer, puisque le seul moyen de le vérifier, ça serait de refaire la même enquête dans 2 ans et de voir si cette vague se déplace. On peut réafficher la vague, merci. Et donc, si cette vague se déplace, ça veut dire qu'effectivement, il va y avoir une espèce de déferlante numérique sur l'université de cette jeunesse. Les adolescents qui sont ici, en fait, rendez-vous compte, messieurs, mesdames, que c'est la première génération de l'humanité à s'être construit identitairement dans l'hyperconnexion et avec l'hyperconnexion. Après, enfin, ceux qui sont un peu plus âgés, en fait, n'ont pas eu, ni en termes de terminaux, ni en termes de connectivité, la possibilité de se construire à travers cette hyperconnexion. Alors certes, maintenant, ils sont hyperconnectés, mais ils ne l'ont pas été dans leur phase de socialisation primaire. C'est-à-dire à l'époque, l'âge où on construit son identité et sa personnalité. Donc ça veut dire que là, on a affaire à cette première génération-là. Et cette première génération, elle a compris le potentiel éducatif, manifestement, une fois de plus, hein, on est en supposition, elle a compris le potentiel éducatif et elle en souhaite. Et vous voyez que ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se construire grâce à cette hyperconnexion, au final, n'en souhaitent pas plus. Donc ça veut dire que nous devons, et là, en plus, j'ai cru comprendre que vous étiez dans un niveau scolaire plutôt des jeunes, hein, donc des moins de 17 ans, et donc vous êtes concernés par cette nouvelle génération qui est hyperconnectée, et malheureusement, elle l'est peu à l'école. Ça peut poser souci. Donc le numérique à l'école, en 6e constat, je vous montre qu'il est souvent mal utilisé. C'est-à-dire quand il est là, il n'est pas utilisé correctement. Alors vous allez dire, oh, scandale, c'est de l'insulte, diffamation. Mais non, en fait, tout simplement, c'est que si on liste les usages utilisés, enfin les usages qui sont le plus souvent déclarés, on est en substitution. Alors les personnes qui connaissent, je vous réfère au modèle SAMR, substitution, amplification, modification, etc., redéfinition. Et donc, on est en substitution, c'est-à-dire que l'informatique, quand elle est là, elle est en substitution du stylo, du papier, de la machine à écrire. Hein, c'est les usages qui sont en haut, hein, lire des documents, bon, regarder des vidéos aussi, c'est un peu plus moderne. Mais au final, tous les usages qui concernent la création, l'interaction et le jeu sont les parents pauvres des pratiques scolaires, des pratiques numériques scolaires, c'est-à-dire qu'ils sont très très peu utilisés. Et en plus, il faut mettre ça en vis-à-vis avec le quota horaire, c'est-à-dire qu'on a 71% de nos étudiants et élèves qui déclarent moins de 4 heures par semaine. C'est-à-dire qu'eux, en une après-midi, ils ont fait plus de numérique personnellement que toute la semaine à l'école. Alors je ne dis pas qu'en termes de quota, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je n'ai pas une approche de volumétrie du numérique. J'ai une approche usage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait. Si on fait mal, ce n'est pas la peine d'en faire beaucoup. Par contre, si on fait bien, on peut le développer. Et là, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, en termes d'usage, c'est pas bon. Parce que j'y reviendrai un peu plus tard, on n'utilise pas, avec le numérique en amplification, les 3 moteurs de l'apprentissage. On est sur de la substitution. Donc, ça ne peut pas fonctionner correctement. Alors, notre forme scolaire, le 7e constat, c'est qu'elle est jeune. Donc c'est normal qu'elle évolue. Alors pourquoi elle est jeune? Si on fait une petite rétrospection en France, à l'université en 2015, on voit beaucoup de gens avec des ordinateurs. Donc au lieu de voir leur trombine, finalement, on voit leurs pommes. Ici aussi, d'ailleurs. Et si je remonte un peu, donc une petite 50aine d'années, l'université, à l'époque du papier, on voit ici, alors moi je l'ai trouvé plus souriant, peut-être un peu plus espacé aussi. Donc on a peut-être massifié, hein, je vais revenir sur cette massification de l'enseignement, mais quand même, là, on était jusqu'à la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. La mixité aussi, vous voyez que c'est rare, enfin en France, hein, je ne sais pas en Suisse quand est-ce que c'est arrivé, mais bon, au final, la mixité, elle est récente. Bon. Si je remonte encore 80 ans, l'enseignement primaire public et gratuit, 6 à 13 ans, ça c'est l'école laïque de Jules Ferry. Et là, on est sur les débuts de la normalisation, on va dire, de l'école. Hein. Mais avant ça,
Et là, je vous renvoie à un enfant du pays, donc Pestalozzi, qui... Bon, alors l'école mutuelle en France, c'est 1747, hein, les débuts référencés. Bon, Pestalozzi a bien participé, bien entendu, ces écoles mutuelles, l'enseignement par les pairs, qui a montré son efficacité, parce que si vous regardez les rapports de la commission de la Société des Amis de l'Éducation, ils ont conclu qu'en 6 mois, la classe de Pestalozzi, elle atteignait en lecture, en écriture et en calcul, je crois, en 6 mois, elle atteignait le niveau d'autres classes en 3 ans. C'est quand même bluffant, quoi. Donc ça veut dire que ces formes d'enseignement collaboratif et l'enseignement par les pairs, et puis l'individualisation des rythmes, sont des critères, des leviers puissants en éducation. Et donc là, cette fois-ci, j'arrête de retourner dans le passé, je réavance un tout petit peu, puisqu'en 1833, en France, donc François Guizot instaure la création d'écoles normales pour former les enseignants, pour qu'ils aient tous la même approche, etc. Et promulgue l'enseignement simultané qui remplacera l'enseignement mutuel assez vite. C'est le début de l'école normalisée. On appelle ça, à l'époque, la mécanisation de l'éducation. Vous vous rendez compte, la puissance du mot, quand même, mécaniser l'éducation, tout simplement parce qu'il fallait massifier. Donc de nos jours, on a remplacé mécaniser, qui était vraiment pas beau, par massifier. Et le problème de la massification, c'est qu'on n'individualise plus, donc fatalement, on est moins performant dans la transmission du message. Voilà, donc tout ça pour conclure sur le fait que notre forme scolaire, elle a que 184 ans en France. Dans cette forme normée, hein, bien entendu, on peut remonter avant et avoir des photos avec des amphis, ça c'est pas le souci. Mais dans cette forme normalisée, elle a 184 ans, elle est jeune, donc elle peut encore grandir. Hein. Et si on parle de l'informatique à l'école, c'est 47 ans pour le début du concept, la première fois où ça a été évoqué dans un colloque, mais il a fallu attendre encore 10 ans pour avoir des ordinateurs à l'école, donc on pourrait dire 37 ans, ça serait mieux. Et puis le numérique éducatif, c'est-à-dire les débuts d'études qui s'intéressent au numérique comme vecteur d'apprentissage, c'est-à-dire pas pour outiller les informaticiens, mais comment on peut l'investir pour faire apprendre, pour développer l'éducation. Et ça a une douzaine d'années, hein, les enquêtes du ministère en France, donc c'est très jeune. Un jeune, qu'est-ce que ça fait? Ça se construit. Pourquoi l'éducation ne serait pas encore en train de se construire? Donc il n'y a pas de souci sur le fait qu'il faille faire évoluer notre système éducatif. Ça paraît logique. Sans compter que nos jeunes apprennent avec les écrans et l'Internet sans l'aide de l'école. C'est quand même dommage. Et comme le numérique, et ça a été bien décrit par Lionel Épron tout à l'heure, le numérique bouscule toutes les frontières, c'est un peu normal qu'on se sente parfois un peu dépassé et puis dire faudrait peut-être que qu'est-ce que je pourrais faire pour faire évoluer un peu ma pédagogie, etc. Et donc si vous ne voulez pas avoir ces t-shirts dans vos amphis, il va falloir faire quelque chose. Bon. Mais en tout cas, c'est logique, quelque part, de se remettre en question en tant que pédagogue. C'est comme un médecin qui ne serait pas en formation continue, vous iriez le voir. Un pilote de ligne qui ne serait pas en train de se former aux nouveaux systèmes de sécurité dans les avions, vous auriez envie de voler avec lui? Bref, vous pouvez en faire comme ça longtemps. Donc le rôle de l'école, sur le fond, si ce n'est pas de former le citoyen numérique, bon, le citoyen certes, mais de nos jours on est dans une ère numérique, donc le citoyen numérique de demain, quel est-il? Alors effectivement, ça a été cité tout à l'heure, je vais passer vite, l'éducation aux médias, la cybersécurité, la cybercitoyenneté, le télétravail, les addictions, tout ce qui peut faire en sorte que le citoyen soit amplifié dans son pouvoir d'action dans la société ou au contraire amoindri, notamment les addictions, etc., il faut quand même qu'il soit formé. Et les parents sont démunis par rapport à ça, hein, il ne faut pas rêver. Donc ça veut dire que si l'école ne le fait pas, personne ne le fera. Hein. Et donc les habiletés numériques, bien entendu, l'approche outil, mais on parle que de celle-là, on parle moins souvent des autres. Donc tout ça forme une culture qu'on appelle culture numérique en France, et sur laquelle donc je vais revenir. Sur la forme, le rôle de l'école, c'est quand même de faire de nos étudiants des entrepreneurs de leur potentiel, non pas juste des têtes vides à remplir, mais des gens qui entreprennent de développer leur potentiel. Et pour cela, nous devons utiliser les 3 moteurs de l'apprentissage. Alors, les 3 moteurs de l'apprentissage, c'est-à-dire les leviers sur lesquels on peut s'appuyer, et que si on mobilise, l'apprentissage se réalise seul. On n'a pas besoin de trop forcer. C'est un peu le système Pestalozzi. Hein. C'est l'interaction, la découverte de l'environnement et le jeu. Puisque de toute façon, l'être humain est codé comme ça génétiquement. C'est pour réagir par rapport à son environnement et apprendre très facilement dans son environnement. Donc, vous apprenez des centaines, des milliers de choses chaque jour sans vous en rendre compte, parce qu'elles constituent votre adaptation naturelle à l'environnement. Donc si vous mobilisez ces 3 moteurs de l'apprentissage, à chaque fois ils me font la blague, hein, ils enlèvent le... Je vais les attraper après derrière les techniciens. Donc si vous mobilisez ces 3 moteurs de l'apprentissage se réalise seul, vous n'avez pas besoin de forcer.
Et ça, c'est quand même intéressant à savoir. Le numérique éducatif, donc, doit devenir, ou est, à la fois un objet et un sujet, c'est-à-dire un outil et une culture. Donc je vais revenir sur ce phénomène de culture numérique, parce que je vais vous le mettre en perspective dans un petit schéma. Parce que vous savez, dans l'éducation, on dit souvent un schéma, c'est quand même bien pour laisser des traces. Et donc, je vous ai fabriqué ce concept-là que j'utilise beaucoup quand je discute avec des enseignants, quand on est en situation de formation de formateurs, pour expliquer en fait les 3 dimensions de la formation nécessaire en formation de formateurs. Donc, c'est ce que j'appelle l'amplificateur pédagogique. Vous pouvez me le piquer si vous voulez. Et donc, en fait, si on prend le micro avec le haut-parleur, tout ça relie à un amplificateur. Si on rentre là-dedans un signal qui n'est pas adapté, l'amplificateur, c'est-à-dire trop faible, trop parasité, etc., en sortie, on aura un signal un peu plus fort, mais encore plus parasité. Alors si ça, c'est la pédagogie, à la base, de l'enseignant, c'est-à-dire que cette pédagogie, elle n'est pas adaptée au numérique. Ce qui va se passer, c'est qu'en sortie, on aura un signal encore plus mauvais, et les études qui vont venir étudier ça, qui vont dire « Ah, ils ont mis du numérique en classe, puis ça marche pas, ça détourne l'attention des élèves, etc. » Qui irait écouter des parasites plus forts? À la limite, on préfère écouter les parasites plus faibles, donc on n'a pas besoin du numérique, on va écouter le prof tel quel. Donc, si la pédagogie n'est pas adaptée à l'usage du numérique, on va conclure sur un protocole qui ne permettra pas d'avoir des conclusions correctes. Et ça, c'est le résultat des enquêtes qui démontrent que le numérique est nuisible. Si maintenant on a un signal pédagogique qui est adapté et amplifiable par le numérique, ce qui va se passer, c'est que l'amplificateur va faire son boulot correctement et donc va délivrer un signal à plus forte portée. Et dans ce signal à plus forte portée pédagogique, on va pouvoir s'affranchir des distances, s'affranchir du temps, s'affranchir du nombre d'étudiants, c'est-à-dire adresser un nombre d'étudiants plus grand, et c'est ce qui se passe en formation à distance. On va pouvoir développer l'interaction, on va pouvoir individualiser davantage notre pédagogie, on va pouvoir capitaliser les savoirs plus facilement, puisque le numérique, vous savez, c'est un merveilleux moyen de distribuer des choses sans coût, quasiment, hein, et on va pouvoir conceptualiser aussi des choses difficiles à conceptualiser sans numérique. Donc ça veut dire qu'on est bien dans une amplification de la pédagogie. Si la pédagogie est adaptée en entrée, elle est amplifiée en sortie. Et là-dessus, donc, vous avez vu, j'ai ajouté un petit signal noir ici que j'appelle la culture numérique. Ça veut dire que chaque enseignant, quasiment, ou au moins chaque enseignant qui le souhaite, puisque l'enseignement c'est quand même basé sur le volontariat, devrait pouvoir véhiculer de la culture numérique. Et cette culture numérique, elle va être amplifiée aussi par l'usage du numérique. Donc ça veut dire qu'elle se retrouve en sortie dans ce signal à forte portée. Et si on peut remettre le schéma juste une petite seconde, merci. Donc là, la formation de formateurs, elle doit avoir porté sur 3 niveaux. Et là je m'adresse notamment aux institutionnels, aux décideurs, aux politiques, parce qu'il faut bien en prendre conscience. C'est-à-dire que l'enseignant, il doit être formé à 3 choses. La première, c'est à la pédagogie. Parce que notre approche du numérique en éducation doit arrêter d'être technocentrée. On ne doit pas dire comment faire pour inclure du numérique en éducation. Et on entend souvent que ça. Normalement, on devrait dire comment fait-on évoluer notre pédagogie à l'ère du numérique? On est tous dans une ère numérique maintenant, enfin, dans les pays, on va dire, à forte croissance, parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer, le numérique, c'est une problématique de riches. Hein. Donc nous, on l'est dans nos pays, c'est bien, donc on peut s'intéresser au numérique. Et donc, il faut avoir une approche pédagogique, c'est-à-dire que faisons évoluer nos pratiques pédagogiques de manière à ce que le numérique trouve sa place et amplifie ce message pédagogique. Donc, formation à la pédagogie à l'ère du numérique, pour produire ce beau signal bleu, formation à la culture numérique pour que le signal noir existe dans toutes les pédagogies de manière transversale et qu'il soit amplifié donc en sortie ici. Et enfin, la formation au numérique pour l'aisance technologique de nos enseignants, parce qu'effectivement, on leur en demande beaucoup, et il faut aussi leur en apporter pour leur simplifier un peu la vie. Donc, de l'aisance technologique, mais pas que, de manière à ce qu'ils arrivent à monter le volume, en fait. Donc, le signal est plus fort, mais en même temps, comme ils arrivent à monter le volume, il est encore plus fort. Ça, c'est l'aisance technologique. Voilà. Alors, conclusion, l'école doit-elle s'emparer du numérique? C'est comme si je vous demandais est-ce qu'elle doit s'emparer du livre. Non? Bon. Du stylo? Pourtant, ça a quand même bien accéléré la manière dont on faisait course. Hein. Je ne sais pas si vous avez testé, la calculette. Et la règle à calcul, il y a eu une époque, je ne sais pas si parmi vous ont connu, on a gagné du temps avec la calculette. Est-ce qu'on s'est vraiment posé la question? Oui. Oui, à un moment donné, effectivement, ça pouvait être nuisible de dire on va trop calculer. De la télévision et de la radio, il y a certains profs qui vont vous dire que sans télé et radio, ils vont avoir du mal à former. Donc, soyons un peu sérieux et vivons juste à l'ère du temps. Nous sommes dans une société où le numérique a pris son importance. Maintenant, le débat, il faut le focaliser sur
est-ce qu'on doit scolariser la société ou socialiser l'école? C'est un peu cette symétrie-là. Mais en tout cas, on sait qu'il y a un lien fort. Et qui dit lien fort dit que comme le numérique est partout dans la société et qu'on est tous un petit peu hyper connectés, l'école ne peut pas s'en affranchir. Donc, comme l'a dit Lionel Épron tout à l'heure, bon, au XXIe siècle, c'est le siècle de l'humanité du savoir. Alors, que ce soit la 3e, la 4e ou la 5e révolution, en tout cas, il y a au moins l'écriture et l'imprimerie qui a changé notre manière d'apprendre et de transmettre les savoirs, de les conserver. Bon, cette révolution des savoirs, on ne peut pas s'en affranchir. Par contre, la petite précision sémantique, c'est que nous devons installer de la pédagogie à l'ère du numérique dans notre système scolaire. Et ça, c'est basé sur la culture numérique et sur la pédagogie active. C'est-à-dire que tant que nos pédagogies seront des pédagogies de la transmission, c'est-à-dire grosso modo ce que je suis en train de faire avec vous, là, c'est pas bon, mais comme vous êtes enseignant, vous êtes attentif, enfin on va dire ça du moins, eh bien, c'est ça qu'il nous faut. C'est-à-dire de la culture numérique et de la pédagogie active. Si vous faites de la pédagogie active, vous n'aurez pas de questions à vous poser sur « mais je mets du numérique où ?» Il va rentrer tout seul. C'est du moment qu'on interagit, il faut communiquer, il faut stocker. Bon, ça se fait tout seul. Voilà. Alors, je ne pense pas que j'ai le temps de faire ça, donc je vais le zapper, mais vous pouvez toujours poser des questions, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas trop traité du qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour commencer, etc. Bon, alors je vous avais amené un petit processus engageant, et puis voilà, j'ai pas le temps. Et donc, je vous ai mis quelques références, et je vous envoie vers des questions. Comme ça permettra éventuellement en atelier cet après-midi de discuter un peu de ça, et puis de toute façon, vous aurez les diapos pour la suite, puisque la capitalisation des savoirs par le numérique est facile. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, on a un tout petit peu débordé, trois fois rien. Je vous pose 2 questions. Oui. D'accord. Et après, on participera à la table ronde. La Finlande abandonne l'enseignement disciplinaire au profit d'une pédagogie de projet. Est-ce que c'est une piste pour promouvoir le numérique? Alors, pédagogie de projet. Si par exemple on prend des pays qui l'ont déjà fait, pédagogie de projet, c'est des formes de pédagogie active, c'est-à-dire plutôt que de transmettre des savoirs, on fait en sorte qu'ils soient acquis et recherchés par les apprenants. Par exemple, le Québec est dans l'approche programme. Alors l'approche programme, je ne sais pas si c'est un concept qui vous parle beaucoup. On fait en sorte que les programmes soient concertés et créés, co-créés par l'équipe d'enseignants autour de projets justement qui sont transversaux et qui vont permettre d'intégrer le disciplinaire dans une approche créative et de conception. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de donner du sens aux enseignements. Donner du sens, c'est justement connecter tous ces savoirs disciplinaires avec un objectif. Parce que souvent, on travaille en silo, c'est-à-dire que le prof de maths, il fait des maths, le prof de physique, il fait de la physique. Puis finalement, en physique, on a besoin de maths, mais en travaillant ensemble, on aurait pu faire un projet qui... alors souvent, c'est fait, vous me direz, mais peut-être pas tout le temps et puis avec toutes les matières. Donc voilà, moi, j'aurais tendance à dire... c'est une bonne question et les pays qui se posent ces questions, quelque part, sont dans la bonne démarche. C'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que notre approche doit devenir pédago-centrée du moment qu'on s'intéresse à comment je fais pour mettre mes apprenants dans une situation de découvrir le savoir et de mobiliser le savoir sur lequel je veux qu'ils travaillent ou que je veux qu'ils acquièrent. C'est la bonne approche. Donc l'approche projet, l'approche programme sont des moyens de faire ça, c'est-à-dire de passer en mode pédagogie active, non plus être dans la transmission pure, mais dans l'acquisition co-construite. Et à ce moment-là, c'est des bonnes approches. On n'a pas vous, mais de manière générale, depuis ce matin, on parle beaucoup du secondaire, du gymnase. Qu'en est-il un peu du primaire, la maternelle pour la France, avec justement cet enjeu numérique ? Alors là, je suis un petit peu moins fort, sachant que mes enquêtes, elles vont de 11 ans, donc collège à université. Alors, par contre, de la sensation que j'en ai en tant qu'enseignant, qui fréquente beaucoup les réseaux sociaux, etc., parce que comme je les enseigne, je me verrais mal les enseigner si je ne les pratiquais pas de manière assidue. Donc sur Twitter, sur Facebook, etc. Je suis en contact avec beaucoup d'enseignants et d'enseignantes à tous les niveaux scolaires, et y compris chez les plus jeunes. Et j'ai remarqué qu'il y a des institutrices qui sont très, très dynamiques, qui font des choses absolument formidables pour mettre en action leurs petits bouts de chou, leurs apprenants, et leur faire des choses complètement bluffantes. Donc je dirais, en France, alors c'est l'image que j'en ai, parce que c'est les personnes qui communiquent,
d'un point de vue statistique, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des institutrices qui font des choses formidables. Vous disiez que les élèves n'avaient pas forcément envie d'avoir plus de place aux écrans, plus de place à l'école. Alors, je ne sais pas si le terme technique est adéquat, mais j'entends cette pédagogie inversée qui consisterait à dire on met le matériel à disposition, puis après on en discute en classe. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est inéluctable ? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. C'est-à-dire, on intègre le numérique, on pose du numérique, et puis après, on se débrouille avec Non, c'était plus de dire, on met à disposition le contenu d'un cours, par exemple, à lire sur le web, etc. D'accord. Et puis, une fois on s'est plongé dans la matière en tant qu'élève individuel, après on en parle, et puis on essaie justement de faire progresser pour modifier sa manière d'enseigner. Donc là, en fait, vous cherchez à savoir quel genre de scénario pédagogique on pourrait mettre en œuvre avec le numérique ? Voilà. Réinterprétation. Bon, des scénarios... Merci de simplifier ma question. Non, mais c'était pour voir si j'avais bien compris l'objectif. Il n'y avait pas de provocation là-dedans, pas tout de suite, il y en aura après, à la table ronde. Bon, des scénarios pédagogiques, on peut en trouver beaucoup avec le numérique. Ça, c'est pas le souci. Un de ceux dont on parle beaucoup, effectivement, c'est les formes de pédagogie inversée qui débouchent après vers des classes inversées, où, effectivement, on extrait la partie simple du message pédagogique et on le transforme en vidéo ou en texte à lire ou en son à écouter. Et l'élève, pour le coup, est un peu autonome sur ce message simple, qui est plus simple. Et puis après, les parties les plus complexes, qui nécessiteraient de l'accompagnement, on va les valoriser avec de l'encadrement enseignant. Donc ça veut dire que l'élève, en classe, quand il est en classe avec ses congénères et l'enseignant, il est en fait en approche programme et en approche projet et finalement en accompagnement. Voilà. Donc ce qui fait que l'enseignant, il va garder les parties compliquées en classe. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. On se retrouve tout à l'heure lors de la table ronde.